Je le dis souvent, mais je trouve que c'est très important de le répéter, c'est qu'on n'est jamais trop petit pour agir et pour enclencher une transition. Et on n'est jamais trop petit en tant que citoyen, en tant que personne, mais on n'est jamais trop petite non plus en tant qu'entreprise. Marion, bonjour. Bonjour Thibaut. Tu es la dirigeante d'un cabinet qui s'appelle Rupture Engagée et qui est spécialisé dans le conseil en RSE. Jusqu'ici, c'est bon? Jusqu'ici c'est bon. Parce que je me trompe une fois sur deux. Qu'est-ce que c'est la RSE? La RSE, c'est tout simplement l'acronyme de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc en gros, ça consiste à appliquer les principes du développement durable en entreprise. Alors parfois on se trompe, on croit que le développement durable c'est que la dimension écologique, environnementale, mais si on s'y intéresse, on comprend que c'est la dimension environnementale, sociale et économique. C'est comme ça qu'on parle de développement durable. Et donc mettre en place une démarche RSE, c'est ça, c'est se poser la question de l'impact que l'on a sur son environnement en sens nature, biodiversité, écologie, mais aussi sur son environnement plus global qui est composé des gens, des clients, des fournisseurs, des collaborateurs, donc la dimension sociale. Du coup, il y a une question qui me vient tout de suite, c'est ça s'adresse à tout type de structure, tout type d'entreprise? Oui, effectivement, ça s'adresse à toute entreprise, peu importe leur secteur d'activité, leur taille ou leur niveau de maturité. Maintenant, on a des contraintes réglementaires qui vont surtout concerner aujourd'hui les plus grosses sociétés. Avant, ça concernait les entreprises de plus de 500 collaborateurs. Depuis janvier, ça concerne les sociétés de plus de 250 collaborateurs. Donc on voit bien que ça se resserre. Elles ont des obligations réglementaires, mais sinon, toute entreprise, de manière volontaire, peut ou devrait mettre en place une démarche RSE. Tu l'as un peu dit en introduction, mais quand même, les grandes missions de la RSE au sein de l'entreprise, c'est quoi? Alors, je crois que les grandes missions de la RSE au sein de l'entreprise, on a un sujet clé, ça va être l'identification de ces parties prenantes, c'est-à-dire de toutes les personnes qui sont impactées de près ou de loin par notre activité, et chercher à répondre aux besoins, aux attentes et aux intérêts de ces parties prenantes-là. Donc je ne peux pas te dire si le sujet le plus prioritaire c'est le bilan carbone, ou si c'est la formation des collaborateurs, ou si c'est l'implication sur son territoire. Ça, pour le coup, ça dépend de ton secteur d'activité, de ton niveau et de tes objectifs. Mais ce qui n'est pas négociable, c'est de comprendre justement quels sont les sujets les plus prioritaires en RSE. Et alors, ces sujets prioritaires, c'est quoi? Alors, par exemple, on a une norme qui vient définir la RSE, c'est la norme ISO 26000, qui existe depuis 2010 et qui a été signée par plus de 90 pays, une norme internationale donc, qui vient définir ce qu'est la RSE selon 7 thèmes différents. Donc en fait, il faut simplement te demander quelles sont les différentes personnes qui sont impactées par ton entreprise. Et tu vas trouver les différents thèmes. Par exemple, tu as un thème sur les conditions de travail, un thème sur tes relations clients, sur tes relations fournisseurs, sur la relation avec ton territoire, sur les droits humains, sur la protection de l'environnement. Et tout ça, c'est articulé autour d'un thème central qui est la gouvernance, c'est-à-dire la manière que tu as de piloter, de faire vivre ton entreprise et plus globalement ton projet RSE. Donc toi, tu accompagnes là sur le territoire rochelais tout type de structures, des petites, des moyennes, des grandes, dans des secteurs d'activité différents. Est-ce que tu peux nous faire un petit panorama pour illustrer un peu la complexité de la tâche? Le point commun de la majorité de mes clients, c'est leur taille. Ça veut dire que ce sont plutôt des TPE-PME, c'est-à-dire les entreprises qui ne répondent pas aux obligations réglementaires, mais qui le font soit pour prendre de l'avance, soit pour répondre à d'autres enjeux, à d'autres sujets. Par contre, c'est vrai que les secteurs d'activité, il n'y en a pas un qui se ressemble. Par exemple, aujourd'hui, j'accompagne les pompes funèbres publiques de La Rochelle, j'accompagne aussi des paysagistes, j'accompagne un équipementier de bateau, un groupe de transporteurs. C'est vraiment très varié et c'est ça qui fait la diversité de mes missions et ce que j'aime beaucoup dans mon travail également. Alors tu l'as dit, la RSE, ça n'est pas que la question environnementale, écologique, mais quand même c'est celle-ci qu'on a toutes et tous à l'esprit en ce moment. Tu viens de parler d'un de tes clients qui est les pompes funèbres. Comment est-ce qu'on accompagne quelqu'un dans le secteur des pompes funèbres sur le volet transition écologique? On fait de l'humusation C'est vrai que c'est un vrai sujet. Les pompes funèbres, comme d'autres sociétés, d'autres entreprises, ont de véritables enjeux sur le transport,
sur la consommation d'énergie, puisque tout le temps il y a des fours qui tournent, etc. Donc eux, ils ont un vrai impact environnemental, mais l'impact social est très très important aussi pour eux, puisque leur cœur de métier nécessite de l'éthique, de la bienveillance et du respect des défunts, des familles. Donc eux, pour le coup, c'est vraiment un exemple de secteur d'activité où la dimension environnementale et sociale est presque tout aussi importante l'une que l'autre. Maintenant, avec les pompes funèbres, on en est au début de leur démarche RSE, du lancement de cette démarche. Donc avant de s'attaquer aux sujets environnementaux, on est surtout en ce moment en train de travailler sur la sensibilisation des équipes, l'explication de ce qu'est la RSE, de comment est-ce qu'on va mettre en place le projet, de réflexion du plan d'action. Et ensuite, dans un second temps, on s'attaquera au volet opérationnel du projet. Alors, tu as un peu devancé la prochaine question, et c'était ça, c'était tout le monde n'a pas le même niveau d'engagement dans la RSE, j'imagine, chez tes clients et ailleurs. Mais quand on fait appel à toi, est-ce que tu as toujours un peu la même mécanique? Par quoi tu commences en fait? Tu l'as dit, tu commences par faire une sensibilisation à ce qu'est la RSE. Ouais. Mais bon, le cheminement dans les grandes lignes pour les gens qui voudraient te contacter, qui sachent à quoi ils... C'est vrai que c'est assez simple. Moi, j'ai essayé de structurer une méthode qui convient vraiment aux TPE, PME en termes de déroulé, de découpage, de temps et d'énergie. Donc, par exemple, ma méthodologie est structurée en 4 étapes. La première étape, c'est la sensibilisation. L'objectif, c'est que chacun dans l'entreprise comprenne le pourquoi du projet et le comment et le quand. Parce que si on ne comprend pas à quoi ça sert, comment on y va, on a forcément de la résistance au changement. Donc, sensibilisation. Structuration de la démarche, c'est là où on va faire par exemple un audit, de la formation, le dialogue avec ses parties prenantes, la hiérarchisation des différents thèmes. Le troisième sujet, c'est le déploiement de la démarche. Donc là, on va rentrer dans la construction d'un plan d'action avec des indicateurs, avec une équipe projet. Et enfin, en dernière partie, on a tout ce qui est le volet communication, valorisation de ta démarche et de tes engagements, tout simplement la manière que tu as de faire vivre ton projet RSE. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. La méthodologie de rupture engagée, c'est sensibiliser, structurer, déployer et communiquer et valoriser sa démarche. Et alors, j'ai un petit moment d'inattention, est-ce que tu as parlé du suivi dans le temps? Parce que souvent, quand on commence une démarche comme ça de transition, on est un peu mobilisé au début, et puis hop, ça s'étiole avec le temps. Est-ce que tu travailles sur ces points-là aussi? Alors moi, c'est vrai que j'essaie de travailler sur le long terme avec mes clients. C'est-à-dire que, mais c'est un peu particulier parce que mon objectif, c'est pas de me rendre indispensable. Mon objectif, c'est pas que je sois là tous les mois pendant 10 ans pour accompagner l'entreprise dans sa démarche RSE. Mon objectif, c'est plutôt de leur donner les méthodes, les outils, le cadre et les connaissances de manière à les rendre autonomes. Here we go. All right. All right. All right. Feel good? Well. All right. Try pedaling. Okay. That's it. You're doing great. You're doing great. Yes, yes, yes. Take control. Yes. Et les rendre autonomes au travers de tout ça, naturellement, ça demande du temps. Donc on n'est pas sur des démarches one-shot où j'interviens 2 fois une journée et puis c'est tout. On est plutôt sur une démarche moyen-long terme où je vais intervenir entre 6 mois et 1 an, à raison de quelques heures par mois ou par semaine. Mais l'objectif, c'est qu'à l'issue de ce programme, à l'issue de ces 6 mois, 1 an, l'entreprise soit autonome et puisse faire vivre sa démarche RSE sans moi, et plutôt grâce aux outils, aux méthodes que je lui ai données plus tôt. Est-ce que tu as l'impression que la RSE, nous chez les Panda, on a travaillé pour des gros organismes dans la fonction communication et on pensait souvent, les gens de l'extérieur, que la fonction communication c'était un peu subalterne. Bon, pourquoi pas. Est-ce qu'il en est de même avec la RSE? Est-ce que c'est pas un peu le parent pauvre, j'exagère, ou la tendance en ce moment, la RSE, alors qu'en fait, de ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est que c'est quand même quelque chose qui est qui englobe la vision, la stratégie de l'entreprise. Enfin, c'est l'approche holistique que devrait avoir l'entreprise dans sa stratégie et son déploiement opérationnel des activités. Est-ce que tu as l'impression que ça, c'est compris et que on est sur le bon chemin? Alors, si jamais c'est pas compris, moi je l'explique en tout cas, parce qu'effectivement, les sociétés qui me contactent pour avoir juste une image, juste un label,
comment dire, je présente rapidement que c'est contre-productif, que ce n'est pas leur rendre service et que ce qui fait du sens, c'est de repenser son activité et d'avoir cette vision holistique et transversale effectivement de la RSE. Ceux qui veulent faire une RSE un petit peu superficielle ou uniquement d'image vont pas trouver leur bonheur avec rupture engagée. Par contre, les entreprises qui se posent la question de manière sincère de comment faire de leur mieux en prenant en compte les réalités économiques, hein, parce qu'on n'est pas là pour dissocier la rentabilité et la performance de l'entreprise. Au contraire, on est là pour mettre au service de la performance et de la rentabilité des enjeux qui sont indispensables à prendre en compte aujourd'hui, donc les considérations sociales et environnementales. Donc je pense qu'il faut tout pour faire un monde, chez les clients et chez les sociétés de conseil. Moi, c'est vrai que je m'adresse plutôt aux clients qui ont cette volonté sincère de vouloir y aller, mais qui ne savent pas comment y aller tout en restant économiquement performants. C'est trop dur! Viens, c'est fastoche! J'y vais, mais j'ai peur! Tu fais d'excellentes transitions parce que c'était la question suivante un peu sur les limites de la RSE. Tu l'as pas dit, mais on a tendance à opposer écologie, économie. Parfois, ce ne sera pas possible d'avoir, j'imagine, une bonne note en RSE, même si j'aime pas du tout ce terme, mais il n'y en a pas d'autre qui me vient, si on ne change pas son modèle économique, qui est délétère, socialement, écologiquement. Est-ce que du coup, comme je n'ai pas posé de questions, tu es en attente. Oui, est-ce que la RSE, ça va jusqu'à dire à ses clients, votre modèle économique, il va falloir le repenser à moyen terme. Oui, naturellement, on a ce genre de discussion, mais c'est pour rendre service aux entreprises. Quand je tiens ce genre de discours-là, c'est simplement pour les alerter que leur modèle économique, peut-être qu'il fonctionne dans le monde d'aujourd'hui, mais dans le monde de demain, où les ressources vont se faire de plus en plus rares, où la manière de faire du commerce va changer, et où les parties prenantes sont aussi déjà en train de faire évoluer leur manière de fonctionner. Hein. Par exemple, en tant que collaborateur, on veut plus se tuer au travail, on veut mettre du sens dans son quotidien professionnel, et en tant que client, on est aussi conscient du pouvoir de nos achats et de l'éthique que l'on peut mettre ou non dans notre manière de consommer. Donc il y a plein de bonnes raisons de repenser son modèle. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est jamais tout blanc ou tout noir, et c'est jamais du jour au lendemain. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour pointer du doigt les défauts de l'entreprise, et les incohérences, etc., parce qu'on en a tous. Je suis plutôt là pour dire attention, tel que vous existez aujourd'hui, vous rencontrerez des difficultés demain, et souvent on dit demain, mais c'est déjà des difficultés dès aujourd'hui. Hein. Des sociétés qui ont du mal à recruter, qui souffrent de turnover, avec des concurrents qui se positionnent sur ces sujets-là un petit peu en avance. Donc naturellement, on répond à ces enjeux-là, mais je ne suis pas là pour faire paniquer les entreprises, ni pour leur imposer de changer du jour au lendemain, mais plutôt pour enclencher la transition et faire en sorte que la RSE soit pas quelque chose qui se rajoute, mais quelque chose qui s'intègre dès le départ pour les futurs projets notamment. Bon, et entre les collaborateurs, le management et les dirigeants, tu sens que tout le monde est sensible et ça pousse dans tous les sens, ou il y a des gens qui sont un peu plus que d'autres, des catégories qui sont un peu plus que d'autres? C'est un peu comme dans la vraie vie, hein. D'ailleurs c'est la vraie vie, hein, le monde de l'entreprise, on va avoir des personnes qui sont très motivées, hein, qui ont déjà des engagements presque perso et qui veulent le faire transpirer dans le monde de l'entreprise. Donc ceux-là vont être mes ambassadeurs, mes alliés dans ce projet RSE. Puis on a une petite partie, voilà, ils savent pas trop s'ils veulent y aller, s'ils veulent pas y aller, mais si on leur donne le cadre, les outils et les bonnes raisons, hein, si on leur explique le pourquoi, ils vont rejoindre la catégorie des ambassadeurs. Et puis on a des gens qui sont un petit peu par nature réticentes, qui veulent pas trop qu'on change leur quotidien, qui font de la résistance au changement de manière naturelle. Ces personnes-là, c'est très très difficile de les faire transitionner, hein, de les mettre en action. Et à vrai dire, je préfère les laisser de côté et les laisser aller à leur rythme, parce que souvent quand elles voient par l'exemple les autres y aller, c'est comme ça qu'elles y vont un jour. Mais moi je dis souvent, quand même, il y a quelque chose d'assez important à comprendre en RSE, c'est qu'on a besoin de l'impulsion du dirigeant et de l'implication des collaborateurs. Si on a l'un ou l'autre, on va forcément avoir un manque à un moment donné. On a besoin des deux.
Ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de portes d'entrée possibles. Et dans l'univers de l'entreprise, est-ce que tu sens qu'il y en a une qui marche mieux que les autres? Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est la mobilité? Est-ce que c'est la consommation numérique, énergétique? Alors, on va dire qu'il y a deux sujets qui marchent plutôt pas mal et qu'on comprend bien. Le premier, naturellement, c'est la dimension environnementale, parce que ça fait quand même des dizaines d'années qu'on parle de recyclage, de tri des déchets, de faire attention à la consommation de ressources. Et dans le contexte actuel où on doit vraiment faire attention à la consommation de ressources parce que ça coûte très cher, bah c'est forcément un sujet qui parle aux entreprises. Le deuxième sujet qui leur parle beaucoup, c'est la dimension collaborateur, les relations et les conditions de travail, parce que le recrutement, ça coûte cher, les personnes qui partent, le turnover, ça coûte cher, l'absentéisme, la démotivation, ça coûte cher aussi. Donc on a quand même ces deux sujets que l'on comprend bien et que les entreprises identifient bien comme étant des leviers de démarche RSE qu'ils peuvent mettre en place sur le court terme. Ce qui est un peu plus difficile, c'est par exemple la relation avec ses fournisseurs, parce que souvent on se considère comme trop petit pour faire changer, faire évoluer nos fournisseurs, alors qu'on peut quand même y arriver. Et puis parfois on oublie qu'on peut être les plus engagés du monde, mais si on fait bosser des sous-traitants, des fournisseurs qui ne le sont pas, bah, on a une incohérence. Mais ce sujet-là, il est dur, enfin plus difficile que les deux autres que je t'ai cités, à faire comprendre et à enclencher. Et donc là, on était sur le volet un peu écologique, sur le volet solidaire avec tout ce qui est égalité femmes-hommes, discrimination. Ça, tu abordes ces sujets-là aussi, les gens sont réceptifs? Oui, là par contre, les gens sont vraiment réceptifs. Idem, c'est parce que ça fait peut-être un petit bout de temps qu'on en parle, et que maintenant on a aussi les réseaux sociaux qui viennent faire du tort aux entreprises, enfin du tort en tout cas, qui viennent mettre le doigt sur les sujets sur lesquels les entreprises ne sont pas exemplaires. Ce sujet-là est souvent rattaché aux relations et conditions de travail. Donc tout à l'heure, quand je te prenais ce thème en exemple, ça prenait en compte justement la diversité, la mixité. Et là où on a peut-être un sujet solidaire un peu nouveau, c'est sur l'insertion dans son territoire. Comment est-ce que je fais pour faire travailler mon écosystème local, pour mettre en valeur des associations? Est-ce que je fais du mécénat financier, du mécénat de compétences? Est-ce que je fais des partenariats locaux? Est-ce que je collabore avec mon territoire? Là, on a une nouvelle définition de transition solidaire qui vient s'instaurer et qui n'implique pas que les collaborateurs, mais notre écosystème un peu plus global. Parfait pour la transition sur la partie un petit peu plus personnelle où on va voir pourquoi tu en es arrivé là toi. Tu as parlé du local, il me semble, on s'est déjà croisé, que tu revendiques le fait toi de travailler localement et pas forcément d'aller avoir des clients à Paris, à Bordeaux. Est-ce que c'est bien le cas et si oui, pourquoi? Alors, j'ai des clients à Paris, à Bordeaux, en Belgique. J'ai des clients un petit peu partout en France. Par contre, deux sujets. Le premier sujet, c'est ma mobilité, c'est-à-dire que j'évite de me déplacer trop en France, enfin trop ailleurs. Jamais je prends l'avion et le train et la voiture, je le limite parce que ça a forcément un impact. C'est-à-dire que les clients qui sont à droite à gauche ont surtout des accompagnements en visio, avec peut-être 1 ou 2 déplacements maximum dans tout le processus d'accompagnement, mais on n'est pas sur des allers-retours tous les jours, pas du tout. Et là où j'attache vraiment un point d'honneur, c'est d'accompagner mon territoire. C'est-à-dire que moi, je suis installée à La Rochelle depuis 2012. Je suis installée ici parce que j'adore ma ville. Je trouve que c'est un excellent compromis entre la ville et la campagne. On est à côté de l'océan. Et l'océan vient aussi nous rappeler peut-être la fragilité de nos modèles économiques et l'importance d'engager une transition et de construire le monde de demain, puisque nos océans souffrent énormément de nos modèles de consommation pro et perso. Et effectivement, moi je cherche vraiment à avoir un impact local sur mon territoire, parce que déjà il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup à faire, et en plus de ça, parce que je suis rochelaise, mine de rien, et que si je peux aider mon territoire, bah, je contribue aussi au bien-être de tout mon entourage. Tu l'as dit, il y a l'océan à La Rochelle. Je crois que personnellement, tu es engagée dans une association qui s'occupe Alors, j'ai longtemps été engagée pour Sea Shepherd. Les sources sont mauvaises aujourd'hui chez les pandarouilles. Aïe aïe aïe.
Oui, effectivement, en fait, quand j'étais encore salariée en région parisienne, j'avais plus de temps pour pouvoir avoir un engagement écologique associatif. Donc j'étais bénévole pour Sea Shepherd. Donc on peut se demander comment est-ce qu'on peut être bénévole pour Sea Shepherd à Paris, mais il faut savoir que les missions en mer ont besoin de beaucoup de logistique sur terre. Donc c'est pour ça qu'on peut être bénévole pour des associations de protection des océans, même si on vit loin de l'océan. Et depuis que je suis Les pieds dans l'eau, t'as arrêté. depuis que je suis la tête sous l'eau, j'ai arrêté. J'ai arrêté, mais disons que je fais d'autres choses. Par exemple, j'ai rejoint la Fondation de la mer, qui est une ONG qui accompagne notamment les entreprises dans la prise en compte de l'ODD 14, qui concerne la préservation de la vie aquatique. Et on a développé un référentiel qui vient aider les entreprises à se poser les questions de ce qu'elles prélèvent aux océans, de ce qu'elles rejettent aux océans et de la manière qu'elles ont de piloter la préservation des océans. Cette démarche a abouti à un label qui s'appelle Ocean Approved. Donc voilà, j'ai peut-être moins les pieds et les mains dans le sable à ramasser les mégots et à protéger la vie aquatique. Par contre, je fais toujours énormément de choses pour les océans et pour essayer de préserver cet écosystème fragile. Et je rappelle que les ODD sont les objectifs de développement durable. Il y en a 17 qui ont été définis par l'ONU, c'est ça? En 2015. Ok. Pourquoi est-ce que, même si on commence à comprendre, pourquoi est-ce que ton cabinet s'appelle Rupture Engagée? Eh ben écoute, c'est une petite histoire que je peux te raconter. En fait, avant de créer ma société, naturellement, c'était un projet. Et c'était un projet qui s'appelle « Je t'aime mais je te quitte ». L'idée, c'était de montrer qu'on peut engager une transition, pas parce qu'on n'aime plus un comportement, mais parce que ce n'est plus en adéquation avec nos valeurs et nos convictions. Par exemple, quand je raconte aux gens que je suis végétarienne, et bah, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Oh, moi je pourrais pas, j'aime trop la viande ». Et je disais, mais moi aussi j'aime trop la viande, surtout que j'ai été une viandarde extrême, vraiment. Donc j'aime trop la viande, c'est pas le sujet. Mais je voulais montrer qu'on pouvait aimer la viande, prendre l'avion, acheter des tomates en hiver. On peut aimer plein de choses, mais c'est pas parce qu'on les aime qu'on doit pas les arrêter. Donc c'est né, ce projet Je t'aime mais je te quitte a en fait permis de récolter presque 200 lettres de rupture de personnes qui ont dit adieu à un comportement, pas parce qu'ils n'aiment plus ce comportement, mais parce qu'ils voulaient plus de cohérence et d'alignement dans leurs valeurs et dans leur quotidien. Donc je t'invite à aller regarder soit sur Instagram, soit sur mon site internet les lettres de rupture, parce que c'est très inspirant pour comprendre qu'on a tous nos incohérences, mais qu'on peut tous changer. Et bref, ce projet Je t'aime et je te quitte a fait naître Rupture Engagée, qui sont donc, on va dire, la suite des lettres de rupture que j'ai reçues à des comportements pas très écolos. Parce qu'à la base, ça personne ne le sait, mais Rupture Engagée était censée être une société de conseil en transition écologique pour les particuliers. Et finalement, j'ai rebasculé à mes premiers amours, qui était celui de l'entreprise. C'est une belle histoire que je ne connaissais pas, super. Non, c'est bien. Bah, du coup, ça fait encore parfaitement la transition avec une question qui nous intéresse beaucoup en ce moment chez les Pandas, c'est les débuts. Comment est-ce que ça a été quoi, toi, ta porte d'entrée? Quand est-ce que tu as compris qu'il y avait un problème avec vos modèles de société, nos modes de vie? Et comment est-ce que tu as basculé? Ça a été quoi ton premier geste? Devenir végétarienne? Ouais, exactement. C'est une bonne question et moi j'aime bien rappeler que je me considère comme une ancienne catastrophe environnementale. C'est-à-dire que pendant longtemps j'ai consommé, je me suis alimentée, je me suis déplacée sans me poser de questions parce que j'étais pas sensibilisée à ces sujets-là, j'avais pas la connaissance ni la conscience. Et par exemple, pour t'expliquer un petit peu l'histoire, moi j'ai commencé par étudier le tourisme à l'époque, ce qui m'a fait faire des stages à droite à gauche, des expatriations académiques, notamment une au Mexique, qui m'a fait prendre conscience en 2012 de l'impact du secteur touristique sur notre environnement global. Donc environnement en sens nature, j'ai vu ces grandes chaînes d'hôtels construites vraiment sur la plage, ces déchets, tout le transport que ça générait. Et d'un point de vue social, j'ai vu aussi l'impact négatif que ça pouvait avoir sur les cultures, sur les Mexicains. C'est pas que du positif tout le temps. Et là, j'ai eu une sorte de déclic environnemental où je me suis dit, c'est pas ce type de tourisme que je souhaite faire vivre, c'est pas dans ce type d'industrie que je souhaite évoluer. Donc à l'époque, j'ai réorienté mes études
pour faire un master en développement durable, RSE et environnement. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience de la réalité dans laquelle on évoluait. Et puis est née en parallèle de ça une très grande sensibilité animale, où je me suis dit que c'était pas cohérent d'aimer les chiens, d'aimer les chats et de manger les vaches, que je voulais plus d'égalité et de justice pour les animaux. Et donc de là est né mon végétarisme. Et en fait, quand tu mets le pied dans quelque chose, tout s'ouvre et tu prends conscience du lien de cause à effet entre tous les sujets. Et donc c'est vrai que mon engagement RSE est né d'une prise de conscience personnelle et d'une transition que j'ai mis beaucoup de temps à faire, qui est encore... je suis pas encore parfaite, j'ai encore beaucoup de sujets sur lesquels je peux progresser, mais c'est né comme ça, les débuts. Ça, c'est 2 points importants, selon moi. C'est-à-dire que la transition, il ne faut pas vouloir être vertueux 100% tout de suite dès lors qu'on a compris. Et derrière, c'est que ça fait pas mal, en vrai. C'est pas si triste, la vie, une fois qu'on est presque à 100% de ce qu'on peut faire dans une transition écologique et solidaire. Non, c'est super stimulant parce que en fait, on a face à nous que des opportunités de progresser et de rendre le monde meilleur et d'avoir un plus bel impact sur qui on est et sur ce qu'on peut apporter. Et je pense que moi, je me nourris vachement de ça, je me nourris énormément de ce que je peux apporter aux autres et du fait de faire ma part. Alors parfois c'est frustrant et c'est blessant parce que j'aimerais en faire plus, je suis frustrée de pas aller assez vite, de voir que le monde ne va pas assez vite. Donc ça peut avoir quand même ce revers de la médaille où ça peut être difficile. Mais par contre, quand tu ramènes de la conscience et de la bienveillance aussi sur toi, tu te dis quand même il s'en est passé des choses en peu de temps, en peu d'années. J'ai déjà fait tout ça. Alors certes, je peux faire encore tout ça, mais petit à petit, au fur et à mesure, j'y vais, je me dirige vers ça. Et surtout, j'accompagne les autres, donc les entreprises, mes proches, à eux aussi aller vers ça. Donc c'est ça qui est c'est super gratifiant. C'est gratifiant, t'es pas la casse-pied écolo. Ça va, c'est... Non, je plaisante. Non, je suis pas la casse-pied écolo parce que je l'ai été, c'est clair, parce que en fait, quand tu as ta prise de conscience, tu as l'impression de découvrir une vérité universelle et de te dire c'est exactement comme ça que le monde doit fonctionner, il faut que tout le monde change. Donc j'ai pu peut-être être cette casse-pied écolo qui veut que ça aille plus vite et que tout le monde y aille. Maintenant, j'ai jamais été dans la leçon, jamais été dans la malveillance. Penser dans le regard des autres, surtout. Non, je pense pas être comme ça. Avant la dernière question terrible des pandas, est-ce qu'il y a un point important qu'on n'aurait pas abordé? Ou est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer? J'aimerais faire passer comme message, alors ça a été l'objet de mon TEDx, donc c'est vrai que je le dis souvent, mais je trouve que c'est très important de le répéter, c'est qu'on n'est jamais trop petit pour agir et pour enclencher une transition, et on n'est jamais trop petit en tant que citoyen, en tant que personne, mais on n'est jamais trop petite non plus en tant qu'entreprise. Ma chère Marion, laisse-moi te dire qu'en RSE, personne n'est trop petit. Aucune entreprise n'est trop petite pour changer le monde. Et aucune personne n'est trop petite pour changer le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite valoriser et sur lequel je souhaite insister. C'est qu'on est tous petits, en fait. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont plus grandes que nous, que si on attend d'être les grands, et finalement, on ne se met pas en action. Puis on voit bien qu'on ne peut pas forcément attendre des plus grands un engagement et une transition rapide. Donc, c'est pas parce qu'on est petit qu'on est tout seul. Et puis, c'est pas parce qu'on est petit qu'on est inutile. Comment est-ce que tu rêves ta Rochelle en 2040? Ma Rochelle, c'est vrai que je l'appelle souvent comme ça. Je pense que c'est pas très original, tout le monde appelle ça Ma Rochelle. On l'aime tellement, je ne sais pas pourquoi. On l'aime tellement. Ma Rochelle en 2040, je l'imagine juste, c'est-à-dire juste pour l'environnement et pour les gens. C'est-à-dire que j'aimerais un territoire qui puisse intégrer toute personne, peu importe son âge, les jeunes comme les moins jeunes, peu importe ses différences, on peut parler de handicap, ceux qui sont visibles mais ceux qui sont aussi invisibles, juste pour les femmes, les hommes, et vraiment en harmonie. Et je pense que le mot harmonie vient peut-être résumer ce que je veux pour Ma Rochelle, être une ville qui vit en harmonie avec les gens, mais avec aussi la nature, la biodiversité, et pas qui vit exclue. Mais je pense que ça va dans le bon sens et que c'est la direction que la ville souhaite prendre. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir.